Une affaire judiciaire récente a provoqué une véritable onde de choc, et elle soulève une question vraiment troublante. Peut-on essayer de comprendre la psychologie derrière un crime sans pour autant l'excuser? Aujourd'hui, on va plonger dans un concept psychanalytique assez complexe, le caudalisme, pour tenter de décrypter les mécanismes du désir. Mais attention, en gardant toujours une ligne très claire. Comprendre, ce n'est pas pardonner. Voilà la question. C'est celle qui nous hante face à l'affaire Pellico. D'un côté, il y a une soif de justice, bien sûr, elle est absolue, légitime. Et de l'autre, il y a cette nécessité, la nécessité de regarder en face les recoins les plus sombres du désir humain, juste pour essayer d'en saisir la logique. C'est un espace vraiment inconfortable et c'est là-dedans qu'on va devoir naviguer. Cette affaire, c'est donc notre point de départ. Pas pour juger les individus, la justice est là pour ça, mais pour essayer de comprendre une structure psychologique. Et pour y arriver, il faut absolument commencer par une distinction qui est fondamentale, celle qui sépare notre monde intérieur de l'action dans le monde réel. Alors, entrons dans le vif du sujet. La toute première étape, et c'est la plus importante, c'est de bien faire la différence entre ce qu'on appelle un fantasme et un acte. Parce qu'en psychanalyse, ces deux mots désignent des réalités qui sont radicalement différentes. Et si on confond les deux, on risque de ne rien comprendre du tout. Attention, quand on parle de fantasme ici, il ne faut surtout pas imaginer une simple rêverie passagère. Non, c'est bien plus profond que ça. Pensez-y plutôt comme à la scène de film, secrète, fondamentale de notre psyché. C'est un scénario qui tourne un peu en boucle à l'arrière-plan et qui donne sa forme à nos désirs, à notre façon d'être avec les autres et même à notre rapport à l'interdit. C'est vraiment l'armature de notre vie intérieure. Et voilà la distinction essentielle, noir sur blanc. D'un côté, le fantasme, c'est un scénario qui se joue sur une scène intérieure, dans le monde symbolique, l'imaginaire. De l'autre, l'acte criminel. Là, c'est une action qui fait irruption dans le monde réel, qui s'impose à quelqu'un d'autre et qui brise la loi. La frontière entre les deux, elle l'est et elle doit rester infranchissable. Pour le dire avec les mots d'un certain Jacques Lacan, le fantasme, c'est en quelque sorte notre réponse personnelle à une question universelle. Que me veut-on? Qu'attend-on de moi? C'est la petite histoire qu'on se construit pour donner un sens à un monde qui nous échappe et pour trouver notre place face aux désirs des autres. Bon, maintenant qu'on a posé cette base essentielle, on peut s'intéresser au fantasme spécifique qui est au cœur de cette affaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce caudalisme? D'où vient ce terme un peu étrange et que signifie-t-il exactement? Le caudalisme, c'est donc ce scénario très précis. L'idée centrale, c'est de se déposséder de son ou sa partenaire pour l'offrir au regard d'une troisième personne. Et c'est ce regard extérieur qui, paradoxalement, devient la source principale de la jouissance, un terme de psychanalyse pour un plaisir intense, presque à la limite de la douleur. Pour y voir un peu plus clair, on peut décomposer ça en 4 éléments. Il y a une question de pouvoir, bien sûr, le contrôle de la scène, il y a la sexualité, évidemment, mais il y a surtout ce sentiment de manque, de perte. Et le regard de l'autre vient alors confirmer la valeur de ce qu'on a perdu. C'est tout ce jeu entre ce qui est montré et ce qui est réel qui est au cœur du mécanisme. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que ce scénario n'a absolument rien de nouveau. Loin, très loin d'être une invention moderne ou une perversion de notre époque, c'est une structure narrative qu'on retrouve quasiment à l'identique depuis l'Antiquité. Les traces sont partout, vraiment. On les trouve dans la Grèce antique avec le mythe du roi Candole qui expose sa femme au regard de son garde. On les retrouve chez Molière, en plein classicisme français. Ce n'est donc pas une anomalie, c'est un véritable script culturel qui traverse les époques. L'exemple d'Orgone caché sous la table dans Le Tartuffe est absolument saisissant. Il n'est pas du tout une victime passive de la situation, c'est lui qui orchestre toute la scène. Il se met volontairement en retrait pour mieux tout voir. La table, elle, devient une sorte d'écran sur lequel se projette son propre fantasme, le rendant parfaitement visible. Bien, on a vu le fantasme à l'œuvre sur la scène de théâtre, dans un cadre symbolique, contenu. Maintenant, revenons avec toute la prudence et la gravité nécessaires à l'affaire Pellico. C'est ici qu'on doit analyser ce qui se passe quand cette frontière entre le symbole et le réel est complètement pulvérisée. Et c'est là, précisément là, que tout bascule. D'un côté, chez Molière, Elmire est consentante, elle est même l'actrice principale de la stratégie, sa subjectivité, son statut de personne est totalement respecté. De l'autre côté, dans l'affaire Pellico, on assiste à une destruction totale de ces barrières. L'usage de drogue abolit la conscience et donc il abolit toute possibilité de consentement. La victime n'est plus un sujet, elle est réduite à l'état d'objet. Le théâtre symbolique est remplacé par une violence brute, imposée dans le réel.
Il faut donc le marteler, le répéter. Le crime, ce n'est jamais le fantasme. Le crime, c'est le passage à l'acte. C'est ce moment précis où un scénario intérieur est imposé par la force à une personne réelle en anéantissant son consentement et sa conscience. Maintenir cette distinction, ce n'est pas une question d'opinion, c'est le fondement même de la justice et du droit. On pourra se demander, mais à quoi bon faire cette distinction? Pourquoi s'acharner à comprendre une logique qui mène à l'horreur? Eh bien, parce que la façon dont une société réagit à ses désirs, ça a des conséquences bien réelles. Et c'est là tout le paradoxe que pointe la psychanalyse. Se contenter de l'indignation morale, refuser de penser la logique du fantasme, c'est prendre un risque énorme. Parce que refouler un désir, ça ne le fait pas disparaître comme par magie. Au contraire, privé de mots, privé de symboles pour s'exprimer, il risque de ressurgir sous sa forme la plus pure, la plus brute, et donc la plus violente, l'acte. Cette idée, elle est vraiment au cœur de tout l'argument. Ce qui nous protège collectivement, ce n'est pas la tentative, vouée à l'échec, d'éradiquer nos désirs les plus sombres. C'est notre capacité à leur donner des formes symboliques. L'art, la littérature, la parole, ce sont autant de scènes où nos fantasmes peuvent se jouer, pour ne pas avoir à se jouer dans la vie réelle. On termine donc sur cette question vertigineuse qui reste complètement ouverte. Où est-ce qu'on trace la ligne? Comment fait-on pour protéger les victimes sans tomber dans une forme de censure qui, paradoxalement, pourrait finir par nourrir la violence qu'elles cherchent à contenir? La question reste posée.